À côté de l'aspect émotionnel des journalistes en contact avec les parents, il y avait un autre aspect émotionnel qui était, là aussi, on l'imagine un peu avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais à une autre échelle, parce que, à nouveau, l'élément, il faut le dire, déterminant, absolu et différenciant, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Donc il n'y avait pas la capacité pourtant une population où chacun était impliqué et chacun avait une opinion et parfois extrêmement violente et dure de pouvoir l'exprimer sur des plateformes sociales. Donc finalement, elle se traduisait par une manière assez traditionnelle qui était le lien avec les journalistes. Et le rôle des journalistes et leur position sociale des journalistes étaient très différentes à l'époque. Aujourd'hui, vous le savez, à quel point, je veux dire, alors c'est un métier qui reste passionnant, mais qui n'est pas passionnant spécialement par le lien particulier que la population a dans son mode de confiance vis-à-vis de nous. Mais à l'époque, c'était autre chose. Il y avait encore les médias qui étaient sur une forme de piédestal, et en tout cas, pour lesquels on avait des attentes très élevées sur la manière dont ils participaient au lien démocratique et au lien avec la population. Donc c'était très différent. Et donc ceux qui couvraient l'affaire judiciaire et policière, qui y ramenaient des choses avérées et puis, on le verra, des choses moins avérées, parce que cette affaire, même sans réseau social, aux réseaux sociaux, a véhiculé très vite une multitude, évidemment, de rumeurs, de thèses complotistes en tout genre, qui exacerbaient complètement des faits qui étaient pourtant déjà dramatiques. Est-ce que tu peux rappeler peut-être les théories principales qui circulaient à ce moment-là, que ce soit dans l'espace public, mais aussi dans les rédactions? C'était évidemment le fait que, évidemment, très vite, que Marc Dutroux ne pouvait pas avoir agi seul avec Michel Martin, que évidemment il y avait des intermédiaires, des interfaces entre le pédophile et des réseaux extérieurs dans lesquels on retrouvait évidemment des politiques, la société belge au niveau des décideurs, et donc il y avait l'intégration de Dutroux dans une série de réseaux, et au-delà de ça, il y avait le fantasme d'une société qui aurait été la société belge minée par une multitude de réseaux de pédophilie, de réseaux satanistes, de réseaux en tout genre, dont les infos arrivaient, puis disparaissaient, et fondées finalement sur pas plus de choses que les thèses complotistes qu'on peut voir dans les événements actuels, mais qui prenaient évidemment une dimension d'autant plus grande qu'elles étaient ou pas relayées par la presse écrite de l'époque ou par les médias audiovisuels de l'époque. Donc c'est vrai que parce que ces théories ont percolé jusque dans les rédactions. Alors ça, c'est un aspect aussi qui est je pense que la passion, les fractures, les débats parfois tout à fait hystérisants que les rédactions avaient à l'époque sont aussi quelque chose que vous n'imaginez pas dans la vie et dans la manière dont même des journalistes enthousiastes aujourd'hui peuvent envisager leur métier. Pour moi, c'est pour ça, je veux dire, en tant que responsable de rédac, je suis très mitigé par rapport à cette période. C'est en même temps parce que, vous savez, il y a des événements, on pouvait dire... j'ai vécu tel événement qui est un événement sur le plan journalistique extraordinaire, j'ai vécu un moment d'histoire. Oui, c'était un moment d'histoire, c'était un moment qui a bouleversé de manière, je dirais, perpétuelle ce que va devenir la société belge, mais ça a été extrêmement pénible. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement pénible, c'était la chose la plus dure sur le plan professionnel que j'ai eu à traverser, et aussi la plus désagréable, parce qu'à côté de moments... de fulgurance, on peut beaucoup discuter, comme par exemple l'évasion de Marc Dutroux, parce que faut oublier que ça a été jusqu'au bout du bout, qu'on nous a rien épargné. On n'a rien épargné autour de cette affaire, mais ça a été très dur, parce qu'il y a des journalistes qui ont laissé vraiment leur santé mentale. Il y a eu des combats, je dirais presque à mort, entre membres de la rédaction sur la manière dont il fallait couvrir cette affaire. Et comment tu te situais, toi, justement, en tant que directeur de la rédaction, donc au plus proche, au plus près des journalistes, entre des journalistes qui parfois défendaient
ou pas certaines Non, thèses. C'était un c'est-à-dire qu'il fallait un rôle compliqué. C'était un rôle. Oui, enfin, la vie des rédactions était compliquée, mais c'est vrai que c'était un rôle compliqué parce que d'abord il fallait, je le disais, garder quand même ce qui était l'essentiel, l'intégrité du métier qu'on faisait, et d'assurer évidemment une couverture qui soit une couverture honnête et une couverture qui corresponde vraiment à ce qu'est notre devoir, c'est-à-dire voilà, d'avoir une information qui soit fiable et que le public puisse légitimement lui faire confiance, et qui suive, je dirais à nouveau, ce qu'on nous a toujours appris dans la manière de vérifier nos sources et de vérifier. Mais cet élément émotionnel qui s'est insufflé dans l'affaire Dutroux, qui avait en même temps une certaine justification, parce que c'est vrai que l'élément émotionnel de la population était un élément moteur aussi de ce que la société belge envisageait. Et donc on ne pouvait pas faire abstraction mais donc, de cet élément émotionnel dans la manière de couvrir les choses. Le problème, c'était comment relayer cet élément d'émotion sans en faire un moteur de l'information lui-même, qui évidemment était reconnu par une partie de l'opinion, qui attendait des médias qu'ils soient le reflet de ce que pensaient les parents, le reflet de leur propre révolte, le reflet de leur manière, de leur dégoût à tort ou à raison de ce qu'ils pensaient être le fonctionnement de la police ou de la justice de l'époque. Donc relayer cet aspect émotionnel était une chose, mais en faire évidemment un élément qui fait ce que vous deveniez le porte-parole de ce rejet en était évidemment un autre. Et donc ça passait effectivement par une présence constante et je dois dire parfois même épuisante au sein de la rédac, parce qu'il fallait chaque fois tenir à la culotte tous les jours tout ce qu'on y faisait. Et ça passait évidemment aussi par des soupapes de sécurité, de dépressurisation qu'il fallait organiser. Je me souviens vraiment, comme c'était hier, de débats nocturnes dans la rédac après les journaux, où les gens avaient besoin de parler, mais avaient besoin aussi de faire passer leur message. Et souvent, ça passait par des discussions très dures entre membres de la rédaction, et auxquelles il fallait rappeler à un moment donné, mais en le faisant de manière humaine et voilà, parce qu'il fallait accepter aussi le fait que ça touchait tout le monde, mais de ramener quand même chaque fois progressivement à ce pourquoi on fait ce métier, ce pourquoi on devait répondre 2 fois par jour à la demande du public. Donc c'était c'était dur, ça laisse une part quand même d'amertume. Et en même temps, c'est l'histoire. Ouais. Voilà. Et je pense que tous ceux qui ont couvert des événements dramatiques dans l'histoire, voilà, ne s'en souviennent pas que des éléments. Voilà. Alors oui, il y a bien sûr la concurrence, il y a bien sûr les éléments de ce que vous avez réussi journalistiquement ou pas, de la couverture que vous avez bien faite, du fait d'avoir été le premier sur telle chose ou telle chose. Mais quand on prend le recul, qu'on n'a pas toujours sur le moment, parce que vous êtes au quotidien, et c'est vrai que à devoir couvrir des événements, et pendant cette période aussi, les moyens de production de l'info ont beaucoup évolué au milieu des années 90 en Belgique. Et donc la rapidité de l'info, la concurrence a été un moment clé dans le milieu des années 90, et l'affaire Dutroux a été le pivot de ça aussi. Et donc il fallait gérer tous ces éléments. Donc c'est vrai que sur le moment, il y avait un emballement, et qui était l'emballement du direct, l'emballement... mais non, quand on reprend le recul de toute cette période, et je pense que c'est valable pour tous les acteurs de la société belge, je pense que personne ne garde évidemment un souvenir qui est un souvenir positif. On se souvient, voilà, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur pour ce qui s'est passé pour les familles, et beaucoup de malheur pour la société dans son ensemble. Pour moi, c'est ce qui reste, et beaucoup d'impact aussi même sur vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais parce que vous ne faites pas le lien, mais sur la manière dont l'éducation, donc on est tous imprégnés quelque part de ce qui s'est passé. Mais sur le moment, c'est dur de se c'était rock'n'roll. Franchement, c'était oui, ça a été quelque chose de rock'n'roll, et qui allait de crescendo en crescendo, puisque il y a eu la découverte et puis il y a eu les funérailles, et puis il y a eu la marche blanche, il y a eu le procès, il y a eu donc tout ça, c'était chaque fois quelque chose qui engloutissait toute l'énergie et tous les moyens des médias de l'époque.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un extrait de La Base, votre émission d'actu en direct tous les vendredis sur la chaîne Twitch de LN24+. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochains lives. À vendredi dans La Base.